Bonjour, bienvenue dans cette émission. Vous le savez, on aime s'émanciper des schémas classiques. Celui-ci ne semble pas être extraordinaire. Des femmes qui n'ont pas d'enfants ou des femmes qui ne veulent pas d'enfants. Cela paraît simple, évident, et pourtant, quand on creuse un petit peu, la maternité semble rester la norme pour les femmes dans notre société. Bettina Zurli, Anne-Sophie Crosetti et Lodine Lahaye sont nos invitées. Elles ont toutes les trois écrit sur la question, celle du mouvement Child Free. Avant de vous les présenter, je vous propose d'écouter le témoignage de Céloi. C'est une jeune bruxelloise, une citoyenne journaliste dans la vie. Je ne ressens pas spécialement l'envie d'être maman. Alors j'aime bien les enfants, je suis issue d'une famille nombreuse, donc l'éducation c'est quelque chose que je connais bien et tellement bien que j'avoue aujourd'hui être un petit peu dissuadée. J'ai bien envie de m'occuper de moi. Après je ne dis pas que d'ici 10 ans peut-être que je changerai d'avis, en tout cas c'est ce que les gens adorent me marteler parce que quand on explique aux gens qu'on rencontre, peu importe finalement l'origine économique ou culturelle, c'est toujours mal vu en fait qu'on ne veuille pas spécialement avoir d'enfants, qu'on n'entreprenne pas d'avoir une famille. Alors les arguments qui vont revenir en général c'est parce que tu n'as pas encore rencontré le bon, c'est parce que tu n'es pas amoureuse, tu vas changer d'avis. Eh bien non, pas spécialement. Et les gens ont toujours envie de trouver l'excuse en fait. Pourquoi? C'est parce que tu as des problèmes. Il y a ce désir vraiment de comprendre, mais toujours avec un préjugé derrière. Choisir de ne pas avoir d'enfant, c'est une manière de se réapproprier son corps. Et en tant que femme, je pense que c'est quelque chose de relativement primordial aujourd'hui, que ce soit dans l'espace public, dans notre vie intime, dans la manière dont on entreprend plusieurs choses dans notre quotidien. J'ai un corps qui a beaucoup souffert et la grossesse et le postpartum qu'on a récemment découvert grâce à un hashtag, eh bien, c'est quand même des choses assez douloureuses et je pense qu'on pourrait comprendre qu'on n'ait pas spécialement envie de vivre ça. Si une femme a envie d'avoir une famille nombreuse, libre à elle, mais à partir du moment où une femme ne désire pas d'enfant, libre à elle également. Bettina Zurli, ça vous parle ce témoignage? C'est un peu aussi votre discours, hein? Oui, totalement. C'est vrai que je me retrouve dans presque tout ce qu'elle a dit, notamment au niveau du manque de compréhension en fait, de ce choix qui paraît pourtant pas si bizarre quand nous, on ne veut pas d'enfants. Vous avez un compte Instagram, on va voir des images, ça s'appelle « Je ne veux pas d'enfants ». C'est là que vous partagez des réflexions, vos expériences personnelles, mais aussi des témoignages que vous recevez d'autres femmes qui, du coup, utilisent votre média pour s'exprimer. Et ça marche tellement bien que vous avez décidé d'en faire un livre l'an dernier, « Je ne veux pas d'enfants ». Vous dites quoi dans ce livre, à part ce que vous venez déjà de dire? En fait, il y a deux grandes parties, on peut dire. Il y a vraiment une première partie où j'explique toutes les raisons qui font qu'on peut, en tant que femme, pas forcément en tant qu'être humain, ne pas vouloir d'enfants. Et il y a toute une seconde partie où je reprends vraiment toutes les phrases les plus banales qu'on entend, notamment ce qu'elle a expliqué aussi donc, sur l'égoïsme, sur le fait qu'il y aura un traumatisme, sur le fait qu'on n'ait pas trouvé la bonne personne, et que je déconstruis en fait au fur et à mesure dans chaque chapitre. Lodine Lahaye, bonjour. Vous êtes chercheuse chargée d'études chez les femmes prévoyantes socialistes, le FPS, et vous avez les FPS même, parce que le pour les femmes ça ne marche pas. Vous avez traité cette question, vous avez écrit et rassemblé de la littérature là-dessus, parce que on parle d'un réel mouvement, le mouvement Child Free, c'est pas childless, ça veut dire qu'on désire ne pas avoir d'enfants. Oui, moi je suis entrée dans la thématique, si on peut dire comme ça, par l'angle des femmes qui regrettent d'être mères. Donc, je me suis intéressée notamment à l'étude d'Orna Donat, la sociologue israélienne. Et c'est vrai qu'on se rend compte finalement que dans ce débat-là, le fait de ne pas vouloir d'enfants peut venir aussi du fait de regretter d'être mère, et quand finalement on est mère. Oui, c'est ça, et que dans la société, finalement, on cristallise vraiment la féminité autour de la maternité, et que ça devient un problème. Pour être une femme accomplie, tu dois être mère, c'est ce que vous entendez, on peut voir ça souvent sur votre compte. Anne-Sophie Crosetti, bonjour. Vous êtes chercheuse à l'ULB et vous avez récemment mené une étude là-dessus aussi, une publication carrément, c'est sorti dans la revue Sextant, vous l'avez là à côté de vous. Ça s'appelle No Children, No Cry.
et ça reprend un peu l'histoire de ce mouvement. Alors en fait, c'est une revue qui est interdisciplinaire. Donc nous, ce qu'on voulait avec Valérie Piette, avec qui j'ai dirigé ce numéro, c'était en fait interroger la non-maternité. Et l'angle qu'on avait choisi, c'était de n'interroger que la non-maternité et pas la non-paternité. Parentalité en général. Voilà, c'est ça. Donc nous, on voulait s'intéresser aux femmes parce qu'il y a quand même une spécificité à l'expérience des femmes qui ne veulent pas d'enfants. Et cette expérience que les hommes peuvent aussi choisir de faire, hein. Les hommes peuvent décider de ne pas avoir d'enfants. Elle est quand même très spécifique puisque finalement la maternité et la féminité c'est presque un synonyme, quoi. C'est-à-dire si on n'a pas d'enfant c'est qu'on n'est pas une vraie femme et à un moment donné de toute façon notre corps va nous dire ah non mais là il te faut un enfant, quoi. Cette fameuse horloge biologique. Voilà, la fameuse horloge biologique. Voilà. Et donc nous on a compilé des articles historiques sur la littérature sociologique. En histoire c'est un peu le parent pauvre du numéro parce qu'on a peu de sources, donc on sait finalement peu de choses. Et donc c'est encore quelque chose à creuser, quoi. Mais c'est quand même assez intéressant. Mais il y a toujours eu des femmes qui n'ont pas eu d'enfants, en tout cas. C'est ça. Et puis il y a eu justement, vous parliez tout à l'heure d'Orna Donat. On peut peut-être voir une image. C'est réalisé par Marine Spaak. C'est une jeune autrice de BD illustrée qui illustre notamment vos recherches au FPS sur cette thématique. Où Orna Donat explique, elle suggère, on va pouvoir le voir, elle suggère qu'intégrer le regret au répertoire des expériences vécues par les mères pourrait mettre l'accent sur le pouvoir d'une pensée rétrospective et le regret fait réfléchir sur les routes qui n'ont pas été prises. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc il y a vraiment une prise de conscience à ce moment-là quand les mères ont osé dire, entre guillemets, en fait, c'est pas forcément ce que je préfère dans ma vie, le fait d'être mère, que le mouvement Child Free a pu se libérer aussi. Bettina, vous l'avez remarqué, par exemple? Oui, je pense que c'est le fait de mettre des mots, en fait, sur les choses. Mais c'est comme le fait de dire Child Free, il y a déjà le fait que le mot, je crois qu'il date des années 60, ça légitime, en fait, déjà le propos. Et du coup, ça nous rend moins anormal. Et donc, le fait pour des mères qui regrettent d'avoir des gens qui prennent la parole et qui disent moi j'assume le fait de regretter, j'en ai pas honte parce qu'il n'y a pas de quoi en avoir honte, ce sont des réalités et que on peut apprendre à vivre avec. En fait, ça veut pas dire qu'on n'aime pas son enfant, ça veut dire juste qu'on n'aime pas le fait d'être mère et tout ce que ça associe, et notamment toutes les aliénations que ça peut engendrer. Je pense que ça aide beaucoup et c'est clair que maintenant on est de plus en plus nombreux et nombreuses à dire j'assume le fait de ne pas vouloir d'enfant parce que je veux que ce soit banalisé, en fait, tout simplement, et qu'on arrête de nous voir comme des gens marginaux et bizarres. C'est ça qui ressort aussi de votre publication, Anne-Sophie? En tout cas, on voit qu'avec la publication de l'ouvrage d'Orna Donat, c'est que finalement, il y a eu, à partir de 2015, une explosion, une libération de la parole pour les femmes. Alors, les mouvements Child Free existaient déjà, mais là, c'est vrai qu'il y a eu un phénomène culturel, médiatique, politique autour de ça, parce que son ouvrage, en plus, a fait parler. Alors, peut-être parfois pas pour les bonnes raisons, parce que le regret d'être mère, tout de suite, on va dire « Ah, mais elle n'aime pas son enfant ». Et donc ça devient problématique. Et c'est pas ce qu'elle dit, en fait. Ce qu'elle dit, c'est aussi que finalement, la maternité n'est parfois pas vécue comme un bonheur immense, que ça peut être difficile, qui est parfois aussi, la société n'aide pas forcément les femmes qui ont des enfants, et que c'est difficile. Et donc, c'est vrai qu'à partir de 2015, on voit une vraie libération de la parole sur cette question. Et c'est les pistes que vous reprenez aussi au FPS, hein, donc essayer de déconstruire un peu ce bonheur autour de la maternité qui est paru, et c'est vrai, hein, on va féliciter, ça va toujours être hyper positif, alors que déjà la maternité n'est pas facile, l'accouchement n'est pas facile, et puis le fait de continuer et on peut voir avec à l'heure actuelle le mouvement que vous avez certainement vu sur les réseaux sociaux, mon postpartum, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes qui maintenant témoignent en fait donc le postpartum, c'est la période de plusieurs semaines à plusieurs mois après l'accouchement, et en fait c'est une période où les femmes se retrouvent livrées à elles-mêmes, où il y a parfois les suites de l'accouchement physiquement qui sont difficiles dont il est difficile de se remettre, et c'est aussi une façon, évidemment ce ne sont pas des personnes qui parlent du fait de ne pas vouloir d'enfants, mais c'est hyper important de se rendre compte qu'en fait il y a tout un silence, un tabou autour de ce qu'est la maternité réellement. Et ça, c'est dans la société, là il y a quelque chose à faire aussi, quoi. Le fait qu'on ne puisse pas exprimer qu'en fait la maternité c'est aussi des difficultés, c'est aussi un parcours qui à un moment est fait
peut-être de désespoir, de j'en ai ras-le-bol, je suis crevée, j'en peux plus, voilà. On va reprendre une illustration de Marine Spaak qui parle justement des tabous de la maternité, c'est ce que vous dites. On va la voir, donc c'est un podium, le podium des tabous sur la maternité. Alors la maternité, on peut mal la vivre, on peut la regretter et on peut bien s'en passer. Ça, c'est les tabous, hein. Donc c'est ce qu'on ne peut pas faire dans notre société difficilement. C'est Marine Spaak et c'est paru dans son ouvrage Sexism and Son. C'est à retrouver dans toutes les bonnes librairies et sur Internet. Aux éditions First. Voilà, merci Laudine pour ces précisions. Alors là, on a parlé des femmes qui sont mères, qui peuvent le regretter. On a parlé de la maternité, mais puis il y a celles comme vous, Bettina, qui ne veulent même pas y penser, qui ne veulent pas passer par cette étape. Pas parce que vous avez forcément entendu des femmes qui le regrettaient, parce que ça ne fait pas partie de votre chemin de vie. Expliquez-nous. Oui, en fait, c'est ça. Je pense que c'est important de... Moi, mon cheval de bataille, on peut dire, si je peux résumer, c'est pas de dire je ne veux pas d'enfants et je pense que c'est mal de faire des enfants. Je suis pas quelqu'un d'antinataliste, je me revendique pas comme tel. Je revendique juste le fait qu'on peut avoir le choix et qu'il faut qu'on puisse prendre du recul sur ce qu'est la maternité, sur toute l'omerta qu'il y a eu, comme vous le disiez, sur le fait qu'on parlait pas en fait de tout ce qui peut mal se passer, en disant maintenant qu'on a toutes les infos, on peut vraiment prendre du recul et faire le meilleur choix pour soi. Et moi, c'est vrai qu'à titre personnel, c'est vraiment en premier lieu le fait que je ressens pas du tout l'envie d'être mère. C'est pas quelque chose dans lequel je me reconnais. Je sais que c'est pas quelque chose qui va m'épanouir en fait. Ça ne vous empêche pas d'aimer les enfants, oui, voilà, de passer du temps avec des enfants. Je suis avec eux, mais je les déteste pas en tout cas. C'est ça. Non, c'est vraiment pas ça. En fait, dès qu'on dit ça, souvent les gens disent ah oui, tu détestes les enfants, pas du tout. Mais c'est juste qu'il y a des femmes qui ressentent l'envie viscérale de faire des enfants et d'autres non, et je fais partie de celles qui ressentent pas l'envie d'être mère. Sur cette fameuse horloge biologique, cet instinct maternel, est-ce que on essaie de déconstruire ça aussi, comment vous pouvez l'expliquer aux téléspectateurs et téléspectatrices, est-ce qu'il y a vraiment un instinct maternel qui arrive à un certain âge? Alors moi je dirais que non, en fait, dans le sens où quand on parle du mot instinct, on fait tout de suite référence à quelque chose qui serait inné et qu'on aurait soi-disant tout en nous, et je suis pas d'accord. Je pense que c'est plutôt une construction sociale liée à des politiques natalistes dans nos pays européens. Donc après, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est mon avis. Les chercheuses autour de la table. Ouais. Moi, si je peux ajouter quelque chose, c'est qu'il y a eu, on sait qu'il y a eu des femmes qui ont eu des cours de puéricultrice, par exemple, des cours sur les tâches ménagères. Donc ça prouve bien qu'être une bonne mère, en tout cas, ça s'apprend. Et donc ce n'est pas naturel. On n'est pas une bonne mère. On peut l'apprendre potentiellement, voilà, mais c'est pas quelque chose de naturel, quoi. Et puis si on regarde aussi à quel moment les femmes font des enfants dans l'histoire, ça change. Donc l'horloge biologique, elle change au fil des siècles. Donc c'est aussi quelque chose qui est très social. C'est à quel moment on fait un enfant, ça change, ça évolue, et donc ça me semble être social. Et je voudrais dire aussi que en radiographie, en radiologie, on n'a jamais pu situer la fameuse horloge biologique. Donc voilà, si elle est dans notre corps, on ne sait pas où elle est. En sachant qu'un jour il y a une ménopause, c'est peut-être ça la seule horloge biologique. C'est plus une métaphore, je pense. C'est plus le fait que le temps passe, mais voilà. En tout cas, si vraiment on veut la chercher, si on veut dire à un moment, physiquement on l'a, non. Enfin, ça n'a pas été prouvé en tout cas. Une autre question par rapport peut-être à des volontés aussi écologiques. On ne veut pas d'enfants parce qu'on sait que ce qui pollue le plus sur la Terre, c'est les êtres humains. Et donc, en faire de plus en plus, ça ne va pas aider notre planète à se renouveler, à aller mieux. Vous l'avez souvent dans les témoignages que vous reprenez. Donc, dans votre livre, vous parlez de vous, mais vous parlez aussi d'autres femmes que vous avez rencontrées. Oui. Alors, c'est vrai que moi, si je devais faire une hiérarchie, ça viendrait certainement en deuxième, les préoccupations écologiques, parce que je me considère comme une écoféministe, si on peut dire. Et c'est vrai que moi, ce que je remarque dans les témoignages, c'est que beaucoup de personnes... J'ai des témoignages de personnes qui vont de 15 à 50 ans, mais toutes les personnes qui témoignent entre 15 et 25 ans, la principale raison, c'est celle-là. Et je pense que c'est complètement légitime quand, aux informations, tous les jours, on voit qu'il y a des changements et qu'il y a une certaine incertitude par rapport à l'avenir, par rapport à la fin du pétrole, ce genre de choses, aux migrations liées au climat, ce genre de choses. Donc, c'est clairement quelque chose... Moi, c'est ce que je dis maintenant, c'est que j'ai pas assez confiance
en l'avenir, je ne sais pas de quoi demain sera fait pour mettre un enfant au monde en fait. Anne-Sophie, vous avez repéré ça aussi dans votre publication, c'est un élément qui revient? Oui, alors c'était pas l'angle qu'on avait abordé, mais évidemment c'est revenu dans les articles plus sociologiques. C'est un argument qui est utilisé par les personnes qui ne veulent pas d'enfants, et c'est aussi parfois un argument pour retourner un stigmate qui est celui de l'égoïsme, puisque souvent on va dire que les femmes sont égoïstes parce qu'elles ne veulent pas d'enfants, et ces gens-là vont au contraire retourner le stigmate. Mais non, moi je ne suis pas égoïste, je ne participe pas à la pollution. Voilà, donc c'est aussi un argument pour eux, pour justifier une expérience de vie. Alors, on va parler de regrets. On en a déjà parlé avec cette image de Julie Guyot, cette fois qu'on retrouve aussi sur le site du FPS, sur les publications là-dessus. Mais tu n'as pas peur de le regretter quand on dit qu'on imagine bien sa vie sans enfant, par exemple. C'est, voilà, vous l'entendez, hein, cette phrase. Et pourquoi j'en parle? Parce que quand on ne veut pas d'enfant, on peut penser aussi à une contraception définitive, la stérilisation chez les femmes. Mais ce n'est pas facile d'envisager cette question-là en allant près de son docteur, de sa doctoresse ou encore de sa gynécologue. Oui, il y a parfois une incompréhension de la part du corps médical. Et on sait bien que la parole aussi s'est libérée sur les violences obstétricales et gynécologiques. Et beaucoup de femmes ont témoigné de leur difficulté à aller vers un praticien ou une praticienne et de se sentir en confiance pour pouvoir aborder certaines thématiques, que ce soit le non-désir d'enfant. Et donc c'est pas toujours facile de pouvoir trouver un praticien ou une praticienne qui soit non jugeant par rapport à ça. On a rencontré, nous, à Saint-Pierre, le chef de service gynécologie qui, eux, permettent ce genre d'opération, donc une ligature des trompes chez une femme de moins de 35 ans qui n'a pas encore eu d'enfant, parce que c'est quasiment impossible d'en trouver, en fait. Par exemple, en Belgique, c'est impossible de trouver des médecins qui acceptent de faire cette opération dans ces cas précis. À Saint-Pierre, ils acceptent de le faire, mais sous quelques conditions. Et c'est venu depuis une patiente qui arrivait avec cette demande en particulier et qui avait essuyé beaucoup trop de refus. Écoutez ce qu'en a à dire le professeur Jean Van Drom, le chef de service gynécologie de l'hôpital Saint-Pierre. Elle avait 24-25 ans, je crois. Et donc, avec le même discours de ces gynécologues un petit peu paternalistes, en disant qu'elle était trop jeune pour prendre ce genre de décision et que ça ne se faisait pas d'ailleurs et qu'il y avait d'autres moyens contraceptifs. Et donc, les consultations ont chaque fois tourné court. Il s'est retrouvé à ma consultation avec cette histoire. Et donc, on a pour habitude, en tout cas dans le service, d'écouter les gens et de voir dans quelle mesure on peut les aider. Et donc, on a à ce moment-là mis sur pied un trajet de soins. En se disant que c'était relativement difficile, vu la durée de nos consultations en gynécologie, qui fait plus ou moins 15 minutes, de prendre une décision de cet ordre-là tout seul. Et donc, à partir de ce moment-là, on a décidé de voir dans quelle mesure on pouvait faire un trajet de soins avec 3 consultations d'une psychologue, le but n'étant pas à nouveau de juger et de dépister éventuellement une maladie psychiatrique, mais plutôt d'avoir un espace de parole où plus ou moins long, puisque, comme je le disais, avec 15 minutes, c'est extrêmement difficile d'écouter la demande et l'histoire de ces femmes. Et donc, ces 3 entretiens permettent à cette psychologue de projeter dans le futur ces femmes pour essayer de leur faire comprendre quelle est, je dirais, la réalité de leurs demandes. Le but n'est pas de les faire changer d'avis, mais c'est vraiment d'essayer de toucher à tout ce qui concerne cette demande et de voir si cette décision est prise en âme et conscience avec toutes les informations nécessaires. Pouvoir le faire avec ce suivi psychologique, vous en pensez quoi, Anne-Sophie Crossetti? C'est assez ambigu quand même, parce qu'à la fois ils vont le faire, mais en même temps ça prouve aussi qu'il y a des réserves vis-à-vis d'une demande, c'est pas un droit finalement.
Et donc, ouais, c'est assez ambigu, quoi. Finalement, il faut vérifier qu'elle va vraiment vouloir le faire, qu'elle va pas le regretter, parce que c'est considéré comme une contraception trop radicale, finalement, par rapport à la contraception, enfin la pilule qu'on peut arrêter. C'est ça, parce qu'ici, il y a quelque chose de définitif dans cet acte-là. Vous, personnellement, est-ce que vous avez choisi de le faire? Vous avez envie de le faire, Bettina? Alors pour l'instant non, j'ai pas choisi de le faire, mais c'est quelque chose maintenant auquel je pense. Si vraiment je sens que c'est trop anxiogène pour moi d'avoir toujours ce risque pendant encore a priori 20-25 ans, peut-être que j'y penserai. Mais il y a aussi quelque chose que je voulais ajouter, c'est surtout sur la notion de, par exemple, la phrase « t'as pas peur de regretter » ou le suivi psychologique, c'est que c'est quelque chose qu'on ne dit jamais à des futurs parents. Qui vont le faire de manière naturelle, j'entends. Et je me demande sincèrement si ce ne serait pas sain dans l'autre sens, de poser la question à des futurs parents. Est-ce que vous n'avez pas peur de le regretter? Est-ce que vous avez bien réfléchi? Est-ce que vous voulez parler à un psychologue? C'est pas du tout pour le discréditer ça, encore une fois, comme l'a dit le médecin, mais juste, je pense que ce serait intéressant. Pathologiser, mais prendre le temps d'en discuter, en fait, parce que c'est un choix de vie. Et dans les deux cas, c'est une vraie responsabilité à vie, en fait. Laudine, sur ce suivi psychologique, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a beaucoup de femmes aussi qui se sentent pathologisées et qui ont l'impression qu'à chaque fois qu'elles veulent poser un acte en tant que femme sur leur propre corps, c'est compliqué. On va pas parler de l'IVG ici, mais on peut lier un peu cette question. Oui, et on pourrait se demander aussi, on voit que dans l'histoire de la psychiatrie et dans l'approche de la psychiatrie, on a le fait que le présupposé, c'est que au fond d'elle-même, la femme a inconsciemment ce désir d'enfant et qu'elle ne va finalement jamais s'en détacher totalement. Et donc on pourrait se demander, si ce suivi psychologique, on sait que la psychologie et la psychiatrie, c'est deux choses différentes, mais si ce suivi psychologique est d'une certaine manière fondé sur cette idée qu'au bout d'un moment, la femme va quand même finalement changer d'avis, moi ça me pose question. Et ce qui me pose aussi question, c'est est-ce que quand un homme souhaite faire une vasectomie, on va aussi lui imposer un suivi psychologique? Alors peut-être des petites précisions à l'hôpital Saint-Pierre, dans ce service-là, pour les hommes aussi qui ont moins de 35 ans et qui n'ont pas encore eu d'enfants, il y a ce même suivi psychologique. Le docteur m'expliquait aussi que il y a des femmes qui font ce suivi psychologique et puis qui reviennent sur leur décision première. Forcément, sinon peut-être qu'il ne serait pas utile. Donc voilà, ce sont des éléments qu'on peut ajouter, on peut en dire ce qu'on veut, bien entendu. Alors, on va arriver à la fin de cette émission, mais j'avais encore envie de partager avec vous, qu'on puisse peut-être exprimer justement... Du coup, le poids, quand on est une femme, et c'est pour ça, comme vous le disiez en début d'émission, c'est pour ça qu'on a choisi de traiter cette question avec des femmes aujourd'hui. Quand on est une femme, on ressent encore le poids de la société dans nos corps, dans nos âmes, et le poids de la maternité est encore très présent. Malgré ces mouvements, on le sent encore, Anne-Sophie? Oui, il me semble que tout ça le prouve de toute façon. Là, en l'occurrence, on est encore sur le contrôle du corps des femmes, sur le contrôle de leur fécondité, ce qui en plus peut apparaître parfois un peu paradoxal, puisque depuis les années 70, finalement, le propre de la sexualité, c'est d'être inféconde, puisqu'on prend des contraceptifs. Donc oui, clairement, la maternité reste une expérience attendue, en tout cas, des femmes, et ce qui n'est pas le cas, pas nécessairement le cas, en tout cas, chez les hommes. Moins le cas chez les hommes. Bettina, quelle autre conclusion vous avez retirée dans vos livres et dans toutes vos discussions que vous faites là-dessus depuis maintenant plusieurs années déjà? Oui, c'est vrai qu'en fait, comme le disait Anne-Sophie, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui touchent en fait. Enfin, c'est qu'on imagine toujours des femmes que c'est quelque chose d'inné, qu'elles vont forcément avoir cette envie, et qu'en fait, ça discrédite, comme dans beaucoup d'autres sujets et secteurs de la société, notre parole en tant que femme, et même au niveau. Enfin, le fait d'être mère peut être une forme d'aliénation si on ne fait pas attention à tout ce que ça implique dans la société et toutes les inégalités que ça peut engendrer. C'est vrai que moi, à titre personnel, sur Internet, c'est vraiment ça que je dénonce. C'est plus le fait que c'est une porte ouverte à toutes les inégalités qui existent, toute la société patriarcale dans laquelle on vit encore, même si beaucoup de personnes considèrent que c'est terminé, qu'on n'est plus dans une société sexiste. Malheureusement, le fait que le congé parental ne soit pas le même chez la mère ou chez le père, c'est une source d'inégalité, le fait qu'on puisse avoir moins de promotion ou qu'on soit moins écouté aussi. C'est pas parce que vous ne voulez pas d'enfants que vous ne défendez pas ces combats-là. Exactement. Moi, je suis complètement en faveur d'un congé paternité qui soit égal à celui
de la mère, je trouve que ce serait vraiment un excellent moyen de réduire beaucoup d'inégalités dans nos sociétés. Oui. Laudine Lahaye, sur ce regret d'être mère ou de faire ce choix de maternité, vous avez beaucoup de femmes qui viennent vers vous. Comment ça se passe aussi chez les femmes prévoyantes socialistes sur ces questions? Il y a des témoignages qui vous arrivent, il y a des appels à l'aide? En fait, pour rédiger cette production sur le regret de maternité, j'avais lancé un appel à témoignages. J'ai eu une réponse. Et je me dis, est-ce que, bon voilà, peut-être que l'appel à témoignage n'a pas été vu, mais est-ce que c'est peut-être aussi synonyme encore du fait que certaines femmes n'osent pas témoigner? Peut-être qu'elles le ressentent, mais c'est encore tellement tabou à leur niveau, elles ne se sentent pas autorisées à l'exprimer, qu'en fait, il y en a peu qui ont osé témoigner. Et si j'ai encore 2 secondes, je voulais réagir par rapport à ce qu'on disait juste avant, que la maternité, elle est attendue de la part des femmes, elle n'est pas soutenue exactement comme tu l'as dit, et qu'il y a toute une série d'impacts qu'on ne mesure pas sur... donc il y a les impacts sur la carrière, mais il y a aussi des impacts en termes de santé. Aussi, on ne parle pas beaucoup du burn-out. On parle du burn-out parental, mais je trouverais plus logique de parler du burn-out maternel. La charge mentale aussi, c'est quelque chose qui plombe énormément les femmes. Et donc on pourrait comprendre que certaines femmes, face à ces inégalités et à ces sacrifices, se disent non, mais moi je face à un autre choix de vie et une autre vision sur la maternité. Merci à vous 3 pour vos éclairages, vos témoignages. C'est la fin de cette émission. Alors je rappelle que votre livre, vous l'avez à côté de vous, Je ne veux pas d'enfants, Child Free, on peut le retrouver aussi sur internet et dans des librairies. La revue Sextant, c'est une revue qui s'adresse à des académiques, mais pas seulement. Donc on la trouve aussi, No Children No Cry, sur internet ou même à la FNAC ou dans d'autres librairies. Et puis sur le site du FPS, on peut retrouver vos différents ouvrages sur ce sujet, sur toutes les autres questions que vous traitez de féminisme et autres. Ça se passe donc chez les femmes prévoyantes socialistes. Merci à toutes les 3. C'est la fin de cette émission, c'est la fin de la saison pour Autrement. Je vous souhaite un très bel été et je vous retrouve très bientôt sur BX1.